Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Cécile Jodogne. Bonjour. Donc vous êtes secrétaire d'État à la région bruxelloise. Vous êtes en charge notamment du SIAMU, qui est le service incendie aide médicale urgente, également en charge du commerce extérieur. On va commencer par ça, le commerce extérieur. Vous étiez au MIPIM, qui est le marché international des professionnels de l'immobilier. Ça se passait à Cannes la semaine dernière. C'est à Cannes qu'on dessine le futur de la région bruxelloise ? C'est à Cannes, en tout cas, qu'on a l'occasion d'en parler, de le présenter à la fois aux Bruxellois et aux Belges qui sont présents, et bien sûr aux très nombreuses délégations, pays et villes et sociétés et entreprises qui sont présentes au MIPIM. Ouais, donc c'est là, notamment à Cannes, qu'on a scellé l'accord entre la région bruxelloise et le groupe PSA, donc Peugeot Citroën, pour le rachat du Citroën. garage Citroën, où on fera un musée d'art contemporain bientôt. Ça s'est passé comment ? Oh, de manière tout à fait simple. Ouais. Ça a été annoncé effectivement. C'était pas on avait déjà annoncé que c'était un projet. Là, on a annoncé la finalisation de l'accord. On peut connaître le montant de la transaction ? Non. Non. Pourquoi ? Mais je l'ignore moi-même. Ouais. Donc, voilà. Ouais. L'idée, c'est de faire avec ce musée le renouveau du canal. Ce sera un peu le symbole du renouveau du canal, zone un peu délaissée jusqu'à présent, qui sera un poumon d'activité dans le futur. C'est un des projets, mais vraiment, les projets sont très très nombreux, sur à peu près 13 km. Donc, on a vraiment beaucoup d'actions importantes et intéressantes. C'est vrai que c'est un petit peu le phare culturel. Il y a d'autres projets en matière de logement, en matière d'économie, en matière d'équipement, d'espaces verts aussi qui sont très importants. Ouais. Il y avait 3 ministres à Cannes. Il y avait Rudy Vervoort, il y avait vous pour le commerce extérieur, il y avait Céline Frémaux pour le logement. 60 entreprises bruxelloises qui avaient fait le voyage. Pourquoi est-ce qu'elles vont à Cannes? On fait quoi à Cannes? On signe des contrats, on fait la promo de son entreprise, et vous, secrétaire d'État, vous les aidez comment? Alors, on se fait connaître, effectivement, on renoue des contacts, même aussi entre Belges, c'est-à-dire que c'est un grand moment de networking aussi, mais on se fait connaître auprès des personnes étrangères. Moi, mon objectif, c'est de renforcer cela, justement. En tant que ministre du Commerce extérieur, mon objectif est vraiment, comme vous le savez, de promouvoir les services bruxellois à l'exportation. Et le secteur de l'architecture, l'urbanisme et de l'immobilier est un secteur important pour cela. Et donc ce sont les architectes, des promoteurs qui font le voyage avec vous? Ce sont surtout les architectes, tous les bureaux de technique spéciale, les bureaux d'ingénierie, les urbanistes. Ça crée beaucoup d'emplois pour les Bruxellois? Ça fait pas mal d'emplois. C'est très difficile de donner des chiffres parce qu'on ne reçoit pas ces chiffres-là, mais ça fait beaucoup d'emplois et de plus-value aussi pour le secteur économique bruxellois. Vous avez présenté une nouvelle application pour les architectes. C'est quoi l'idée? C'est de tous les regrouper sur un seul et même site et une seule et même plateforme? Bruxelles Architects, c'est une plateforme, une base de données. C'est donc à la fois une base de données pour tous ceux qui veulent trouver l'architecte de leur rêve, je dirais, mais plus sérieusement, de trouver l'architecte qui convient selon son expérience et son expertise au projet que l'on veut développer. Et c'est aussi un outil de promotion vers l'extérieur pour favoriser des partenariats et des projets avec des architectes et toutes les métiers. Tous les architectes bruxellois sont là-dedans? Non, pour le moment, nous venons de le lancer il y a une quinzaine de jours. On est à 120-130 entrées. Ce qui constitue quand même déjà une belle base de données et qui va continuer à vivre. Donc ce n'est pas un outil développé spécifiquement pour le MIPIM, c'est un outil évidemment que l'on va développer. Et ça peut intéresser les particuliers ou c'est plutôt pour les grands projets? Alors c'est aussi accessible aux particuliers. La première destination était bien sûr les partenariats à l'étranger pour de plus grands projets. Alors, autre déplacement cette semaine, vous allez à Doha, Abu Dhabi, Dubaï, donc le Qatar et les Émirats Arabes Unis. C'est une mission économique belge avec la princesse Astrid. Il y aura combien d'entreprises bruxelloises? Alors, nous sommes à une 51 entreprises bruxelloises, 88 participants bruxellois, sans compter la Chambre de commerce, Agoria, évidemment des représentants de mon administration. Quand on va dans les pays du Golfe, qui n'ont pas besoin vraiment de Bruxelles pour se développer, on emmène quel type d'entreprise? Alors pour Bruxelles, ce sont particulièrement des bureaux liés aux services juridiques, toutes les entreprises liées à la construction, les services financiers également, et l'une ou l'autre entreprise de luxe, puisque dans ces pays, il y a aussi une forte capacité d'achat de produits de luxe. Alors, ce sont des pays un petit peu particuliers, hein, les pays du Golfe. La place de la religion musulmane est très très présente. On n'apprécie pas forcément les femmes, on n'apprécie pas forcément les femmes décideurs, on n'apprécie pas les femmes qui ne sont pas voilées. Vous allez faire des concessions ou pas?
Je ne porterai pas de voile, je serai bien présente et les femmes seront très présentes puisque, outre la princesse Astrid et moi-même, les 3 directrices des agences commerce extérieur sont des femmes. Donc au contraire, ce sera très présent. Et nous avons aussi une participation féminine dans les chefs d'entreprise. Et je pense qu'il ne faut pas non plus être trop caricaturé. Il y a aussi des femmes dans le milieu de l'entreprise, dans ces pays-là. Mais c'est vrai, avec pour elles une demande de position particulière. Mais, en tout cas, donc vous ne porterez pas le voile? Non. Et ça, c'est une position de principe? C'est une position de principe d'abord, mais c'est aussi quelque chose qui ne nous a pas été demandé. Ouais. 2 missions économiques par an, hein, c'est désormais le rythme pour ces missions économiques qui relèvent du fédéral. Autrefois, on était à 4. Vous regrettez qu'on ait divisé la vitesse par 2 ou ça vous semble dans la logique des choses, maintenant que de plus en plus de compétences sont transférées vers les régions et que le fédéral doit faire des économies? Non, je pense, et je l'ai toujours dit, que c'est dommage qu'on ait divisé par 2 le nombre de missions princières. Tout le monde le dit, et en tout premier lieu, les entreprises qui partent avec nous, ces missions princières ont une réelle valeur ajoutée au niveau des contacts, au niveau des discussions avec les autorités et les entreprises locales. Mais on sait que la Flandre a les moyens de jouer la carte de son propre commerce extérieur, avec un ministre-président qui fait souvent des voyages à l'étranger. C'est plus difficile pour la Wallonie et pour Bruxelles. Vous allez faire des missions en tant que bruxelloise sans le support du fédéral et de la princesse Astrid ou pas? Nous en faisons déjà beaucoup. Donc il y a d'une part les missions princières, mais il y a des missions d'ailleurs souvent tripartites aussi qui se font avec les 3 régions sans la présence d'un représentant de la Maison Royale. Donc tout ça, nous allons poursuivre. Ce sont 94 opérations, rien que pour Bruxelles, qui sont mises en œuvre, dont une partie se font tout à fait indépendamment. Et ça, on va bien sûr Et Bruxelles travaille systématiquement avec la Wallonie ou on fait parfois cavalier seul? Non, il y a les trois cas sont là, donc tripartite, bipartite ou de notre côté. Alors, vous avez la tutelle sur le SIAMU, Service Incendie et Aide Médicale Urgente. Service un petit peu remuant, c'est pas un cadeau hein, quand on récupère le SIAMU dans une négociation gouvernementale. Tout se passe bien avec les pompiers pour l'instant? Ça se passe bien, oui. Ouais, on a retrouvé le calme. Il y a une dizaine de jours, Vincent de Wolf et la commune d'Etterbeek introduisaient un recours contre votre nouveau système de facturation. Vous l'aviez présenté ici. Dans le cas où on ne trouve pas de responsable pour un déplacement des pompiers, c'est celui qui a appelé qui paye la facture. C'est exact? Non, je voudrais insister d'abord sur le fait que ce nouvel arrêté tarification, c'est avant tout une simplification du type d'intervention, du matériel utilisé. Et donc, il y aura moins de problèmes qu'avant, puisqu'on va vraiment clarifier et simplifier la méthode de tarification. Alors, ce à quoi il est fait allusion là, c'est que dans des cas bien précis, mais de plus en plus rares, parfois on ne sait pas trop qui a la responsabilité. Mais c'est très très rare. Et donc, on va écouter, j'ai rendez-vous avec la conférence des bourgmestres, écouter les cas particuliers qui paraîtraient peu clairs dans l'arrêté qui a été explicité. Mais la règle, c'est soit il y a un responsable, il est clairement désigné, et c'est lui qui paye, soit il n'y a pas de responsable, c'est quand même celui qui a prévenu les secours qui paye ou pas? Non, on va évidemment jamais punir. Et donc la crainte de Vincent de Wolf de dire oui, mais si c'est comme ça, on va encourager un incivisme parce qu'on ne voudra pas être responsable financièrement de l'appel. Ça n'a aucun sens, d'autant plus que M. de Wolf faisait allusion au cas où un incendie se déclarait. Toutes les interventions d'urgence dont font évidemment partie des débuts d'incendie ne sont pas payantes et les pompiers vont évidemment intervenir. Donc là, on parle plutôt des chats dans les arbres, des choses de ce genre-là. Exactement, un balcon qui risque de tomber. Le balcon, c'est très clair, c'est évidemment le propriétaire de l'immeuble qui est responsable. Donc je pense qu'il ne faut pas dramatiser, mais je serai à l'écoute des bourgmestres pour voir s'il y a des choses qu'on pourrait encore améliorer. Alors vous êtes ministre à la COCOF en charge, la COCOF c'est la Commission communautaire française, en charge de la fonction publique. Vous n'aimez pas les logiciels libres ? Oh, pas du tout. D'ailleurs, à Scarbeck, nous en développons plusieurs, nous les utilisons. Donc il ne s'agit absolument pas d'une décision à l'encontre des logiciels libres qui resteront... Je vous pose cette question parce qu'on a appris que la COCOF, donc la Commission communautaire française, les fonctionnaires allaient passer des logiciels libres vers Windows, Microsoft. Pourquoi est-ce que vous prenez cette décision ? En fait, on a dû constater malheureusement ces dernières années de plus en plus de difficultés de compatibilité entre les dossiers qui étaient, ou les messages qui étaient, les documents qui étaient envoyés par la COCOF et ses nombreux partenaires, que ce soit au niveau institutionnel
ou au niveau de très très nombreuses associations. La COCOF, elle travaille principalement avec des associations, dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire des documents envoyés par la COCOF qui n'étaient pas lus ou que les associations ne parvenaient pas à lire, et inversement, des documents qui étaient envoyés à la COCOF qui ne parvenaient pas non plus à être lus. Ça a amené beaucoup de pertes de temps, d'énervement. Ma responsabilité principale, elle est vraiment de faire fonctionner la COCOF de la manière la plus efficace possible. Ça ne veut pas dire qu'on enterre les logiciels libres. Il y a donc toute une réflexion qui va se poursuivre pour voir comment améliorer les choses. Mais là, il y avait Mais donc on passe bien sous Windows à Microsoft. Oui, pour les, il y a combien, 400 fonctionnaires, c'est ça? Oui, c'est à peu près un peu plus de 400 postes. Ouais. Oui. C'est un beau marché quand même pour Windows. Oui, sans doute, mais enfin, vous savez, je pense que l'administration de la COCOF, ce n'est pas non plus... le marché du siècle pour le géant américain. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les logiciels libres, ça ne marche pas, et que quand on est en logiciel libre, on n'arrive pas à communiquer avec le monde extérieur, et que Windows a le monopole? Alors, je ne suis pas une spécialiste, donc, et je ne pense certainement pas que ce soit ça la conclusion. C'est plutôt de dire que pour le moment, ces derniers temps, on avait dû constater effectivement une certaine difficulté au jour le jour, au quotidien, à utiliser les logiciels libres par rapport aux environnements de nos partenaires. Et donc, voilà pourquoi ils sont là. Mais donc, j'insiste, les logiciels libres seront toujours sur les postes-là et il y a certainement d'autres choses qui pourront être développées. Merci Cécile Jodogne d'avoir été l'invitée de l'interview. Demain, c'est Denis Ducarme, chef de groupe du mouvement réformateur à la Chambre, qui sera notre invité. À demain.